Alors que la ville de Goma est sous la menace de rebelles du M23, le ministre de la Défense a rassuré à l'issue du Conseil supérieur de la Défense tenu à Kinshasa que Goma ne tombera pas. En Europe, le roi Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant une opération récente de la prostate. La maladie va le tenir à l'écart de la vie publique pendant une durée inconnue. En sport CAN 2024, les léopards de la République démocratique du Congo affûtent leurs armes à un jour du choc face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrons cette édition avec la note de l'insécurité dans la province du Nord Kivu où les affrontements se sont intensifiés ces derniers jours entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le village du territoire de Massissi avec comme conséquence la coupure du trafic sur la route nationale numéro 2 reliant Goma à Bukavu dans la province du Sud Kivu au niveau de Chacha. Face à cette situation, le Conseil supérieur de la Défense s'est réuni autour de Félix Tshisekedi hier pour examiner la question sécuritaire sur le terrain. En croire le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, toutes les dispositions sont prises pour que Goma ne tombe pas. On écoute à ce sujet Jean-Pierre Bemba qui fait la restitution de cette réunion présidée par le chef de l'État. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Après un tollé observé au sein de la société civile concernant l'arrestation des militants pro-démocratie du mouvement citoyen Lutte pour le changement, les deux derniers, Bienvenu Matumo et Fred Baouma, ont été relâchés hier lundi dans la nuit après 2 nuits passées dans le locaux de l'Agence nationale des renseignements. 5 de leurs camarades ont été relâchés plus tôt. Ils avaient été arrêtés par des agents des services de sécurité la semaine dernière à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa lors d'un rassemblement pour commémorer et dénoncer les 600 jours d'occupation de la ville de Bunagana dans l'est de la République démocratique du Congo par de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le mouvement Lucha affirme que la mobilisation pour la paix et la sécurité à l'est du pays doit se poursuivre. Le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été installé hier lors de l'ouverture de la session inaugurale de la législature 2024-2028. Initialement prévue à 10h, la séance n'a finalement commencé qu'à 15h. Dû au problème d'électricité, courant, toujours pas rétabli, le secrétaire provincial a finalement présidé cette plénière à l'aide d'un mégaphone connecté à un baffle Bluetooth. Et pourtant, plus de 300 000 $ américains ont été décaissés pour accueillir dignement les nouveaux élus et de garantir un bon déroulement des travaux.
Initialement prévue pour 10 heures, la session inaugurale de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a finalement débuté à 15 heures dans son siège situé dans la commune de la Gombe. Avec un retard de 5 heures, sous la chaleur, les élus et les partisans venus accompagner leurs leaders ne s'en ont pris qu'à eux-mêmes. Cette cérémonie solennelle dirigée par lui, Gilbert Momba Tamboula, secrétaire provincial de Kinshasa, a été consacrée à l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, après examen de différents dossiers de nouveaux élus, les responsables de l'administration provinciale de Kinshasa a révélé le nom de 3 membres du bureau d'âge. Ce bureau sera chapeauté par Honoré Mbokoso Amous Kempaye, le doyen d'âge né le 20 juillet 1956, élu de la commune de Kimbonseke sur la liste de l'Alliance des Congolais progressistes et alliés. Il sera secondé par 2 Benjamins, dont Daniel Ieli Moulangui, né le 14 juillet 1997, élu d'Engaliema sur la liste du mouvement de libération du Congo, ainsi que d'Edith Kanefuba Ati, qui a vu le jour le 20 juillet 1991, élu délimité sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Ce bureau d'âge est chargé principalement de l'élaboration et adoption du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, ainsi que de l'organisation de l'élection et installation du bureau définitif. L'ouverture de la session inaugurale est conforme aux dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi de l'article 15 de la loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. La séance d'ouverture poursuit l'article 15 est présidée par le fonctionnaire le plus gradé de l'administration de l'Assemblée provinciale. Il s'est de noter que l'Assemblée provinciale de Kinshasa doit compter 48 élus en attendant le résultat définitif, les 44 étant déjà connus. Les 4 autres seront comptés parmi les chefs coutumiers conformément à la loi électorale dans son article 152. Même activité à l'Assemblée provinciale du Maniema où certains élus ont demandé la libération de leurs collègues députés Salomon Idi Kalunda pour qu'ils puissent travailler ensemble pour l'intérêt de la population du Maniema. C'est ce lundi 5 février qu'a eu lieu la première séance plénière de l'Assemblée provinciale du Maniema. L'installation du bureau d'âge était le principal point inscrit à l'ordre du jour. Suivant les prescrits de l'article 6 du règlement d'ordre intérieur de cette première institution politique du Maniema. C'est donc l'honorable Makongaï Kiforeman, le plus âgé de tous, qui a reçu le bâton du commandement de l'Assemblée jusqu'à l'élection et l'installation du bureau définitif. Il sera secondé par Omanda Boutique Pascal et Théophile Boulet Didota, tous deux le moins âgés de cette législature. Au sortir de cette plénière, l'élu de Kassongo, Moutoubou Jean-Claude de parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est dit déterminé de mener des plaidoyers auprès du gouvernement pour que la route Kindu-Kassongo soit réhabilitée au profit de cette population. Pour sa part, Ngongo Constantin, député provincial élu de Kindouville, invite tous ses collègues à l'unité et la cohésion pour l'intérêt suprême du Maniema avant de solliciter la libération de son collègue député Salomon Idi Kalunda, meilleur élu de la province du Maniema, pour qu'ils viennent siéger ensemble et travailler pour le bien-être de la population. À ce qui concerne l'honorable Salomon Idi Kalonda, le chef de l'État lui-même avait dit, lors de son discours d'investiture, qu'il demande à l'opposition de travailler avec l'opposition. Et c'est un opposant qui est dans la prison que moi j'estime. Je ne fais pas le travail de la justice, mais moi j'estime que Kalonda est en prison innocemment. Donc je demande au président de la République de prendre la mesure de clémence pour que Salomon Idi Kalonda soit relâché et qu'il regagne rapidement l'hémicycle, venir travailler pour le compte de la population qui a fait son choix. Sachez que cette plénière inaugurale de cette législature des 7 députés provinciaux sur 22 qui comptera l'Assemblée provinciale du Maniema était présent dans cette cérémonie. Cumul de mandats, le Conseil d'État a débouté le Premier ministre Samalou Kondé et son gouvernement qui a sollicité auprès de la Haute Cour administrative le cumul des fonctions jusqu'au nouveau gouvernement. Samalou Kondé et toute son équipe ont jusqu'à demain 7 février pour le choix entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. L'espoir des 39 membres du gouvernement élus députés nationaux, y compris le Premier ministre Samalou Kondé, de cumuler les fonctions de membres du gouvernement et les mandats électifs a été tué dans l'œuf par le Conseil d'État.
La plus haute juridiction de l'ordre administratif de la République démocratique du Congo a tranché sur la requête introduite par le Premier ministre Samalou Kondé. Ce dernier l'avait saisi pour solliciter l'autorisation d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination et l'installation du nouveau gouvernement. En réponse, le Conseil d'État a tranché que le régime d'interdiction des cumuls des fonctions et mandats en République démocratique du Congo reste conformément à la loi d'application dès lors que les responsables publics opèrent leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif. Il a précisé que seul le président de la République est concerné par la continuité de l'État. Par conséquent, le Conseil d'État note qu'il s'agit d'un régime d'interdiction stricte de cumul des dites fonctions et des 10 mandats, se justifiant par la volonté manifeste du législateur d'éviter la confusion des rôles et les dédoublements des paiements à charge du trésor public, de prévenir de possibles conflits d'intérêts et de faire respecter l'équilibre des pouvoirs contenus tant dans la Constitution que dans différentes autres lois de la République, et de marteler sur le fait que ce choix emporte pour effet immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels. Le Conseil d'État a tenu à souligner que cette interdiction des cumuls des fonctions et des mandats est d'autant plus stricte que le mandat des députés nationaux et des sénateurs particulièrement, étant donné qu'elle vise en réalité à protéger l'exercice par le pouvoir législatif de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif. Conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, chaque ministre élu député national doit faire le choix en ayant 8 jours à dater de la première plénière entre son mandat des députés et ses fonctions des membres du gouvernement. La première plénière de la 4e législature de la 3e République ayant été tenue le 29 janvier dernier, Samalou Kondé et ses ministres élus députés nationaux ont jusqu'à mercredi 7 février pour faire le choix. Autre chose à présent, la transition énergétique, économie verte et les thèmes au centre de la 30e édition du Forum minier international Mining Indaba qui a été ouvert officiellement hier lundi à Cape Town en Afrique du Sud. Jean-Michel Samalou Kondé y a conduit une forte délégation congolaise dont le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal Katambe, qui milite pour un partenariat gagnant-gagnant dans le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Comme il est des coutumes, la République démocratique du Congo prend activement part à la 30e édition du plus grand forum international des mines dénommé Investing in African Mining Indaba, qui vient d'ouvrir ses portes ce lundi 5 février 2024 à Cape Town en Afrique du Sud. En présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, plusieurs autorités africaines et plus de 8000 participants, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui conduisait à ses assises une grande délégation RD congolaise, a pris la parole pour dérouler son speech éloquent, mettant en exergue les opportunités d'investissement qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur minier. La vision de la République démocratique du Congo pour tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine. Le chef de l'État du pays hôte n'a pas manqué de souligner dans son allocution panafricaine les intérêts et la participation des peuples autochtones dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière pour créer un équilibre économique, ce qui constitue justement l'objet de la prise de parole du DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katambe Cachal, à ce forum minier pour que soit respectée la loi qui régule la sous-traitance derrière chaque investissement en RDC. Ce sera donc ce mardi 6 février dans la salle amphithéâtre de Siti Al-Sisi. Oui, il faut dire que grâce à sa réserve importante de ressources minérales stratégiques enfouies dans son sol, la République démocratique du Congo se trouve être un pays incontournable à Investing in African Mining Indaba qui se déroule en Afrique du Sud. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé l'a si bien signifié dans son speech que le président de la République est donc favorable pour un investissement win-win afin que le peuple congolais profite de l'exploitation minière dans notre pays.
Au regard de performances enregistrées, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, salue les efforts du directeur général, Junior Mata, et du PCA, Christian Tungila, dans la consolidation des acquis de la réforme initiée par le président de la République. Qualité de la gestion, accroissement de l'activité, performance financière, indicateur au vert, rapport annuel très attendu. D'un pas ferme, la SENSAP continue de braver et relever les immenses défis de gestion qui se dressent devant elle. Ses points d'arrivée se transforment inlassablement en point de départ, un rouleau compresseur véritable machine dans la sphère des établissements publics congolais. C'est du moins ce qui ressort de la fumée blanche qui s'est échappée de la réunion d'évaluation de l'année 2023 convoquée ce samedi 3 février 2024 par le ministre Jean-Pierre Liaou et qui a connu la participation remarquable de l'équipe de gestion de la SENSAP, le directeur général Junior Matamelanga, le PCA Christian Tungila, accompagné de leurs experts. Le constat sans appel fait état d'un accroissement sensible des chiffres, notamment en ce qui concerne les activités et les indicateurs financiers. Une balance largement positive, il a également été question de scruter l'état d'avancement des opérations de contrôle de vie des retraités, l'état des lieux du déploiement des agences en province et bien d'autres secteurs d'appui au métier. Nous sommes venus recevoir les grandes orientations de la part du ministre de tutelle, le vice-premier ministre, les grandes orientations concernant la marche de la caisse qui est sous sa tutelle. Donc nous avons passé en revue toutes les questions tant techniques, administratives que financières qui concernent la caisse. Vous savez que la SENSAP est en pleine expansion et que nous avons besoin régulièrement d'obtenir des orientations de la tutelle pour marcher en symbiose avec le gouvernement de la République. Ces observations ont tourné autour de la qualité et de la performance que chaque mandataire est obligé d'atteindre et de réaliser. Donc nous sommes sur ce calendrier-là, sur cet agenda. Les satisfaits étant totales, la tutelle n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations à l'équipe dirigeante qui, à l'occasion, a annoncé au vice-premier ministre le lancement de l'audit de qualité des surveillances du système de management de la qualité de la SENSAP qui intervient le lundi 5 février par la firme certificatrice AFNOR. Les méthodes alternatives de la résolution des conflits des limites administratives en Ituri au centre d'une formation initiée par le gouverneur de province. Ce projet vise à mettre définitivement fin au conflit des limites. Plusieurs autorités politico-administratives prennent part à ces échanges à l'hôtel de la province depuis hier lundi. Ces participants sont venus de tous les coins de la province de l'Ituri. Ils veulent tous ensemble obtenir par toutes les voies et moyens pacifiques la fin des conflits liés aux limites administratives dans cette province aurifère. Au nom de l'organisation Mwangaza Peace, la coordonnatrice Gloire Morongo a circonscrit ces échanges. Ces deux ateliers sous le leadership des autorités provinciales et l'engagement technique des experts de Kinshasa sont pour nous et principalement pour la Commission une opportunité à saisir en vue d'assurer un bon déroulement de toutes les missions confiées à la Commission. Axel Kitoga, au nom du PNID, partenaire de ces projets, a remercié le gouvernement provincial de l'Ituri pour son engagement dans les 10 projets. Je tiens à remercier au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, ainsi que tout son cabinet pour l'engagement dont il a fait preuve dans cette démarche, ainsi que le travail abattu pour la mise en place d'une commission provinciale chargée de la gestion des conflits des limites administratives. Le commissaire divisionnaire Raus Tchaloué, vice-gouverneur de la province d'Ituri, ayant lancé des travaux est resté optimiste. Selon lui, l'état de siège n'est pas venu frustrer les administrés, mais plutôt redonner espoir. Je vous demande de mettre toute votre énergie dans ces 4 jours en vue de constituer cette équipe de ceux qui ont pu marquer positivement l'histoire de cette province, en se sacrifiant et en se donnant pour les actions de la paix et de la stabilisation. Par ailleurs, malgré la volonté du gouvernement, les besoins sont encore énormes. Je déclare ouvert
c'est des ateliers de 4 jours. Notons qu'à l'issue de cet atelier de 4 jours, la commission provinciale chargée de la gestion des conflits des limites administratives de l'Ituri sera installée. D'une province à une autre, le pont Kabangu s'est effondré hier dans les territoires de Boulungu, dans la province de Kwilu, alors que les travaux de démontage et montage des éléments sont en cours d'exécution et malgré l'interdiction de passage par la police commise à sa sécurité, un conducteur s'est entêté et a voulu foncer le passage. Joint au téléphone par Toms Massivi, Olivier Manzila, notable de Boulungu, a lancé un cri d'alarme. Ces ponts existent depuis plus de 70 ans. Effectivement, les ponts avaient besoin d'être renouvelés ou reconstruits. Seulement que le pont s'est effondré hier exactement par négligence. Pourquoi je dis par négligence? Parce qu'on avait déjà commencé le démantèlement du pont pour le renouveler. Et aucune mesure de sécurité n'a été prise. Par exemple, on pouvait interdire strictement aux véhicules de ne plus l'emprunter. Personnellement, je suis passé par ce même pont le jour avant. Je suis passé autour de 17 heures par le même pont par véhicule. Et le lendemain, dans la journée, on m'appelle pour me dire que le pont s'est effondré. Donc, je suis reconnaissant à Dieu d'abord par le fait de constater qu'il n'y a pas eu de dégâts humains, mais un gros véhicule qui s'est enfoncé là-dedans, je crois un véhicule frigorifique qui avait des marchandises à l'intérieur. Mais l'importance du pont, c'est quoi? Ces ponts revêtent une importance très capitale dans la cité de Boulungu, dans la mesure où le pont relie deux parties de la ville. La partie ville basse et cité, et puis la partie qu'on appelait camp des scieurs à l'époque, qui était très peu habitée, mais à cause de l'invasion de la cité par des têtes d'érosion, la quasi-totalité de la cité a déménagé pour habiter vers les camps des scieurs justement. Et les marchés centrales, les autres activités importantes sont restées de l'autre côté de la ville. Donc à l'époque où nous parlons, l'effondrement du pont a divisé la cité en deux parties. Ceci est une situation désastreuse et on a vraiment besoin d'une intervention urgente. J'ai approché les autorités de l'office des routes qui sont sur place, mais il faut que le gouvernement central puisse intervenir parce que ça, c'est pas seulement, ce n'est plus un travail de bricolage, mais c'est un travail qui va demander beaucoup de moyens et beaucoup d'ingénierie pour que cela aille en vitesse en termes de temps. Le parti Agissons pour la République a organisé un séminaire politique en vue de renforcer la capacité des élus membres de ce parti pour la nouvelle législature. Une réunion présidée par Guy Luando qui a procédé également à l'installation du bureau de gestion du parti. Il s'est tenu au sein du siège national un séminaire politique et idéologique du parti Agissons pour la République où tous les membres ont pris part afin de tracer une ligne directive à suivre pour cette 4e législature et une prise de connaissances entre les élus. Après un cycle électoral qui se solde par des élus, que la population vous a fait confiance pour choisir vos élus dans les cas des listes électorales que vous avez présentées, avant que ces élus rejoignent les chambres respectives pour lesquelles ils doivent aller travailler. La coutume, mieux la tradition politique, voudra qu'il y ait un séminaire d'échange, des rappels à ces élus pour que lorsqu'ils vont aller travailler dans les chambres, ils ne puissent pas s'écarter de l'idéologie et de la vision du parti. Ce n'est pas un choix personnel à faire de où je vais aller travailler. Je dis ici que j'ai fait partie d'une famille politique qui s'appelle Union Sacrée. Cela relève de l'autorité du numéro 1 de l'Union Sacrée de choisir ses acteurs, ses lieutenants, ou d'après lui, parce que n'oubliez pas que notre chef, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous connaît plus que quiconque, avec nos faiblesses et avec nos points forts. Donc nous nous remettons à son pouvoir discrétionnaire de faire de nous ce qu'il pense être bon pour la nation et pour la vision et les attentes de la population. Au cours de la cérémonie, le président du parti, Guy Luando, a procédé à la présentation des élus de ce parti et aussi à l'installation du nouveau bureau de gestion du parti pour cette nouvelle législature. Cette activité s'inscrit dans le but de renforcer les capacités des élus afin de rester fidèles dans la vision et l'idéologie qui prônent les partis AREP.
Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a procédé au lancement des travaux de construction d'un collecteur moderne long de 300 mètres le long de la rivière Gombe au camp Lufungula. Ces travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aaron Sifo SRL sont financés sur fonds propres de la ville-province de Kinshasa dont les recettes collectées par la Direction générale des recettes de Kinshasa à travers les différents impôts provinciaux et locaux, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Cet ouvrage, a souligné Jean-Tini Ngobila, est d'une grande importance autant pour les occupants du camp Lufungula que pour toute la population habitant les environs, souvent submergés par les eaux de pluie diluviennes. D'après Jean-Tini Ngobila, la nécessité de 10 travaux s'inscrit dans le cadre de sa vision d'offrir aux Kinois et Kinoises un environnement sain. Celle d'offrir aux Kinoises et Kinois un environnement sain, salubre et assaini. C'est la corrobore au programme Kinshasa-Bopeto, une des priorités de ma mandature. Il invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Donc, qui ressemblait à bâtiment qui vraiment les gens abandonnés, vraiment te remercier d'avoir pensé à nous. Nous sommes butés à ces problèmes-là. Nous avons le souci de travailler, mais nous sommes butés à des problèmes logistiques. Voilà, nous avons besoin de cette assistance pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a annoncé le lancement ce mardi de travaux de réhabilitation des avenues Kasavubu et Croix-Rouge. Il faudra préciser que le contrat qui lie Aaron Sifo à la ville de Kinshasa concerne plusieurs autres projets, outre celui de la construction du collecteur, notamment les travaux sur la chaussée Kasavubu, dont le lancement est prévu. Il faudra souligner que ce contrat avec la société Aaron Sifo SRL concerne plusieurs projets, outre le collecteur, la chaussée Kasavubu, y compris l'avenue Mouepou, dans la commune de Limete, dont les débuts de travaux interviendra dans un avenir proche. Dans le reste du continent, au Sénégal, l'Assemblée nationale a validé le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Le chef de l'État, Macky Sall, avait annoncé samedi le report du scrutin initialement prévu le 25 février. Plusieurs députés de l'opposition faisant obstruction au vote lundi ont été évacués manu militari par la gendarmerie. Il aura fallu une journée entière de débat à l'Assemblée nationale dans une ambiance électrique, des parlementaires en venant même aux mains pour valider le report controversé de l'élection présidentielle au Sénégal. La loi repoussant le scrutin initialement prévu le 25 février au 15 décembre 2024 a finalement été adoptée dans la nuit de lundi 5 à mardi 6 février à la quasi-unanimité par 105 voix pour et une voix contre après que le député de l'opposition qui faisait obstruction au vote ont été évacués manu militari par la gendarmerie. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Le texte présenté par le camp de l'opposant Karim Ouad, dont la candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel, est soutenu par celui du président Macky Sall qui avait annoncé samedi le report du scrutin. Cette décision a été prise pour éviter une instabilité institutionnelle et des troubles politiques graves et mener une reprise complète du processus électoral, ont expliqué des députés en commission préparatoire dans un rapport. Le rapport de plus de 6 mois permet de tenir compte des réalités du pays, avec notamment la difficulté de tenir une campagne électorale en pleine saison des pluies, entre juillet et novembre, ou encore la collision des grandes fêtes religieuses, souligne le rapport. L'image du Sénégal est ruinée. Dans la journée de lundi, autour du Parlement, les gendarmes ont repoussé avec des gaz lacrymogènes des tentatives sporadiques de rassemblement à l'appel de l'opposition. De petits groupes se sont repliés plus loin en scandant « Macky Sall dictateur ». Avec l'ajournement de la présidentielle, l'opposition soupçonne un plan pour éviter la défaite inévitable, selon elle, du camp présidentiel, voire pour prolonger la présidence de Macky Sall, malgré l'engagement réitéré samedi par ce dernier de ne pas se représenter.
En Europe, le roi Charles III a été atteint d'un cancer découvert pendant une opération récente de la prostate. La maladie va le tenir à l'écart de la vie publique pendant une durée inconnue. La nouvelle a secoué la Grande-Bretagne. En sport parlant, Cannes 2024, les léopards de la République démocratique du Congo affûtent leurs armes à un jour de choc face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Une demi-finale très attendue par le public. Les poulains de Sébastien de Sabre restent confiants et croient en la victoire. Place au rappel des titres à présent. Alors que la ville de Goma est sous la menace de rebelles du M23, le ministre de la Défense a rassuré à l'issue du Conseil supérieur de la Défense tenu à Kinshasa que Goma ne tombera pas. En Europe, le roi Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant une opération récente de la prostate. La maladie va le tenir à l'écart de la vie publique pendant une durée inconnue. En sport, Cannes 2024, les léopards de la République démocratique du Congo affûtent leurs armes à un jour du choc face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Joël Iselona que nous allons fêter les journaux parus ce mardi. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kingé. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. À la une de journaux parus ce mardi à Kinshasa, agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, il faut les préciser. Les USA appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir les M23 et à retirer ses forces armées du territoire congolais. C'est le sujet à la une du média en ligne Politico.cd. Ce média explique que les armes n'ont pas cessé de chanter la mort dans l'est du pays, où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 sont passés à l'offensive et prennent des nouvelles zones du Kivu. Cette escalade de violence sabote les accords conclus depuis le 24 novembre 2023 au mini-sommet de Luanda et ont décidé une cessation des hostilités suivie du retrait de rebelles M23 des zones occupées. Et face à cette nouvelle tension, Bédrine Politico.cd rapporte que l'administration Biden a réitéré son appel de cessez-le-feu sur le front, avant de rappeler que les combats ont été rudes et se sont intensifiés lundi sur la route Sake-Minova, ouvrant la voie directe sur des zones proches de la ville de Goma, alors que la rébellion a indiqué avoir pris Sacha. Les sources locales confirment la présence des FARDC dans la cité de Sacha sur la route Sake-Minova. Et abordant la même thématique, sur 7.cd, rappelle que c'est dans un communiqué de presse daté du 5 février 2024 que les États-Unis ont affirmé qu'ils demeurent résolus à travailler avec les partenaires régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. En outre, les États-Unis soulignent qu'il est primordial que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun et que toute affirmation contraire est fausse. Et pour terminer, on va également revenir sur le report de l'élection présidentielle au Sénégal. Des précisions qu'apporte BBC News Afrique, qui affirme que l'Assemblée nationale a finalement adopté son débat, la proposition de loi du report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024. Le vote s'est déroulé sans une partie des députés opposés à ce report qui sont sortis de la salle. Pendant plus d'une heure, ces députés ont essayé de bloquer la séance plénière. Il a donc fallu l'intervention de gendarmes dans l'hémicycle pour que la proposition de loi soit adoptée par les parlementaires de la majorité présidentielle, Beno Bok Yakar, et ceux du groupe Démocratie, Liberté et Changement, dirigé par le PDS. Ce projet de loi a donc été adopté à la quasi-unanimité avec 105 voix
pour et une voix contre, rapporte ce média. Et de son côté, Maroc diplomatique.net est revenu sur le mandat du président Macky Sall qui devait prendre officiellement fin le 2 avril 2024. Ces médias précisent qu'avec ce vote, il occupera les fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Rappelons que la proposition de loi initiative prévoyait un report du scrutin de 6 mois. La convocation des députés en séance plénière fait suite à la décision du président de la République Macky Sall d'abroger le décret convoquant le corps électoral en perspective de cette élection. Maroc diplomatique.net précise aussi que c'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Merci Joël pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.